Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Ce soir, bien sûr, nous allons aborder toujours et encore l'actualité à Gaza, mais d'un autre angle. Cet angle qui parle essentiellement des militants qui façonnent un petit peu l'actualité médiatique, mais aussi sur les réseaux sociaux et qui détournent ou parfois activent sur les réseaux sociaux pour manifester un petit peu leur opinion et défendre la cause des Palestiniens à Gaza. Ce soir, on va parler de Medea Benjamin, une militante américaine très active sur le terrain politique américain et qui n'hésite pas à, disons, perturber une allocution du secrétaire d'État américain Blinken en pleine séance. Alors, avant de commencer le débat, on va regarder quelques actions de cette militante américaine acharnée pour la cause des Palestiniens à Gaza. Don't call us Russian apologists or Chinese apologists. You are an Israeli apologist. You are an Israeli apologist. مدافعة شرسة عن غزة تلاحق المسؤولين الأمريكيين بلا كلل ولا ملل، تقاطع كلماتهم المنمقة وتفضح نفاقهم. Majority of people being killed every day and now they're being starved. People are starving. من هي صاحبة القميص الوردي؟ I want you to lift your hands in the air and say, the blood is on your hands. Genocide Joe? Not in the face of Russia's aggression against Ukraine. Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world. If the witness will suspend, and I ask that everyone again respect this hearing, we will suspend until the room is cleared. Is calling for a ceasefire. Shame on you all. Our diplomacy, our development must work hand in hand. Committee will suspend, and again, I appreciate that people feel passionately about these issues. That was a terrible thing, and what we're doing right now in supporting Israel's genocide of Gaza is a terrible thing too. Palestine has to go. All the walls have to go. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Let Gaza live. 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 Voilà, c'était quelques images fortes justement des actions coup de poing de la militante américaine très engagée pour la cause palestinienne et notamment et qui dénonce le génocide à Gaza. On l'a vu un petit peu sur le plateau justement en présence du secrétaire d'État américain Blinken qui a perturbé sa séance de questions avec je pense les parlementaires. En même temps, cette image n'a pas été diffusée sur les télévisions et n'a pas été un petit peu médiatisée, sauf sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Twitter, où la militante a acquis de nombreux messages de soutien. Et on l'a vu, la dernière image, j'ai voulu terminer avec la dernière image au Congrès, avec le célèbre actrice américaine à Hollywood, Susan Sarandon, où ils ont appelé au cessez-le-feu, justement, à Gaza. Oui, mais depuis le début. Depuis le début. Il faut préciser aussi que c'est une militante très engagée depuis des années. D'abord écologiste, ensuite elle a dénoncé la guerre en Irak, en Ukraine. Elle a un peu, disons, salué un petit peu
tout ce qui se passe sur le monde écologique, mais également elle s'est engagée depuis quelque temps avec son célèbre t-shirt rose, ce qu'on appelle le Pink Code, la cause palestinienne et notamment défendu le génocide, dénoncé le génocide plutôt à Gaza et ce qui lui a valu plusieurs interpellations. Oui, Médéa Benjamin ou Suzanne, d'abord il faut noter qu'elle est de confession juive. Et quand on est de confession juive et qu'on est contre la politique d'Israël, on subit plus la censure que les autres. Parce que c'est un choix qui est fait depuis très longtemps. Médéa Benjamin a déjà, vous l'avez dit, a créé le mouvement Code Pink. C'est un mouvement féministe. Elle a aussi un mouvement, disons, globaliste qui un peu plaide pour la paix dans le monde. Elle était contre la guerre en Irak. Elle a interrompu le discours de Barack Obama en 2013, le fameux discours sur le terrorisme, parce que le terrorisme ne vient que d'une seule zone, des régions des pays musulmans et arabes. Elle a critiqué ce discours, elle a coupé Obama et lui, il lui a répondu en disant, en essayant de trouver des prétextes. Bien sûr, vous avez remarqué que Benjamin Médéa, on l'a fait sortir toujours de la salle Mani Militari parce qu'on ne veut pas écouter un autre discours. Et Benjamin Médéa aussi a interrompu un discours déjà de président Donald Trump qui veut construire des murs avec le Mexique en disant, avec une pancarte, une célèbre pancarte devenue très célèbre, construisons des ponts et pas des murs. Benjamin Médéa a été invitée dans les plateaux de CNN, CBS, etc. lorsqu'elle était contre la guerre contre l'Irak, lorsqu'elle a plaidé aussi pour la paix avec l'Iran. Elle est même partie en Iran. Elle était aussi invitée lorsqu'elle a évoqué la question écologique et la question féministe, mais dès qu'il est question de défendre les Palestiniens contre l'agression israélienne et demander l'arrêt de cessez-le-feu, elle est interdite d'antenne et elle n'apparaît plus. Elle est présente sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau de Twitter, où elle a critiqué beaucoup la position américaine. Et d'ailleurs, il y a un point qui est passé inaperçu. Bon, ça a été rapporté par beaucoup de médias arabes sur l'attitude d'un congressman, d'un représentant qui s'appelle Andy Ogles, et qui donc un représentant républicain du Tennessee, qui est interpellé par une militante en lui disant qu'il y a des enfants qui meurent à Gaza et qu'il y a un massacre. Il lui dit qu'il faut tuer tous les enfants de Gaza. Bien sûr, Médéa Benjamin a beaucoup critiqué, elle a partagé cette vidéo et elle a appelé à le faire partir. C'est une vidéo qu'on a vue, elle est parodique, hein, pour être plus précis. Non, c'est une véritable... Oui, je veux dire, quand elle appelle à tous les enfants, ça veut dire qu'elle veut un petit peu se moquer de l'entité sioniste. Oui, elle dit qu'au sein du Congrès, il y a beaucoup de personnes horribles, aussi horribles les uns que les autres. Elle appelle à les faire sortir. Elle a aussi soutenu l'UNRWA, elle a appelé à sauver l'UNRWA. Donc c'est une attitude de militante qui est convaincue pour les questions humaines et qui, dès le début de l'agression israélienne en octobre 2023, elle a commencé à militer parce qu'elle est, disons, ce qu'on appelle une militante qui croit à des valeurs de paix, qui croit à des valeurs humaines et qu'elle l'oublie parce qu'elle critique autant les républicains que les démocrates. Elle n'a pas vraiment un choix politique. Elle n'a pas un choix c'est des principes qu'elle défend. Sofiane Baroudi, justement, cette militante est très présente sur les réseaux sociaux, mais totalement absente des télévisions, notamment quand on a commencé à chercher des images de cette militante sur les télévisions, notamment francophones. On n'a pas trouvé de traces, sauf à un moment donné où elle s'est présentée comme une défenseuse de l'écologie. Alors, le problème, sa médiatisation aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a fait, ses dernières actions en soutenance à la population à Gaza, est-ce qu'elle a su détourner le regard sur sa cause et surtout alerter l'opinion internationale sur ce qui se passe à Gaza? Alors déjà, on a remarqué qu'il était impossible d'invisibiliser ce type de mouvement militant vu qu'on a vu l'éruption de dizaines de milliers de personnes aux États-Unis même, où il y a eu le plus de manifestations pour dénoncer justement... Avant, ils étaient une dizaine, maintenant ils sont des dizaines de milliers. Ça a surpris pas mal d'observateurs qui ne pensaient pas que le mouvement de solidarité avec la Palestine pouvait être aussi important aux États-Unis et notamment dans des centres urbains de première importance, c'est-à-dire
c'est-à-dire New York et Los Angeles. D'ailleurs, elle est new-yorkaise, mais elle a évolué et grandi en Californie, dans la côte ouest. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les mouvements les plus actifs, c'est les mouvements étudiants des grandes universités. Et elle aussi est le produit des grandes universités américaines. Je rappellerai aussi que le Parti démocrate, qui gouverne les États-Unis, est aussi dépendant d'une aile gauche, qui est une aile féministe, écologiste radicale, aussi une aile qui est très active, par exemple, dans le mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire les Afro-Américains qui sont encore très actifs. Et cette aile-là fait pression sur l'administration Biden, qu'elle qualifie d'étant, si vous voulez, qu'elle catégorise comme étant complice des actes de génocide. Il y a aussi quelque chose d'important à savoir, c'est que Medea Benjamin se revendique de la tradition pacifiste, de la tradition de la défense de la paix dans le monde, qui remonte jusque, si vous voulez, au mouvement anticolonialiste, notamment à ce qu'on a connu pour la guerre de libération nationale, le manifeste des 121, des figures comme Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre, les manifestations contre la guerre du Vietnam qui ont débouché justement sur l'arrêt des hostilités et la chute de Saigon en 1975, elle se revendique complètement comme une forme d'excroissance de ce mouvement-là qui revient parce qu'il y a une question centrale, c'est la question de la colonisation qui est occultée complètement par les médias occidentaux. Et c'est en ça qu'on ne retrouve pas des figures comme Medea, qui aussi, Faisal l'a dit, représente, si vous voulez, l'aile juive progressiste qui est aussi censurée, il faut le dire. Parce que ceux qui gouvernent actuellement, y compris le régime d'apartheid sioniste, c'est un mouvement d'extrême droite, fondamentaliste, un mouvement intégriste et fasciste qui est dénoncé, y compris par les juifs progressistes à travers le monde, que ce soit aux États-Unis à travers différentes figures, dont elle, mais aussi en France, par exemple, à travers l'Union juive française pour la paix, qui est complètement invisibilisée par le système médiatique. Mais pourtant, concrètement, sur le terrain des luttes, ces gens-là sont très actifs et ils arrivent à mobiliser. Il y a un autre aspect qui est très important et qui est, à mon avis, plus concret, c'est que le phénomène le plus important actuellement du soutien américain au génocide sioniste à Gaza, c'est la fourniture d'armes. Et il y a beaucoup de mouvements, concrètement, dernièrement, par exemple, les dockers, le syndicat des dockers indiens a refusé de charger des armes. Ça a été aussi fait par le syndicat des dockers en Belgique, en Australie aussi, qui ont refusé de charger des armes. Et ça, il faut remonter à très loin, à la guerre du Vietnam et aussi à la guerre de libération algérienne pour retrouver des mouvements similaires. Et on sait comment les deux se sont finis, l'indépendance de l'Algérie et la libération du Vietnam. Il y a des appels aussi à ne pas vendre des armes en Espagne aussi. Exactement. Et dans beaucoup de pays. C'est vrai que ces mouvements citoyens, parce qu'il s'agit de mouvements citoyens, qui ne sont pas politisés. Bien sûr, parce que généralement, quand on critique ces mouvements, et Sofiane a bien fait de le souligner, que les États-Unis, c'est les manifestations ont été les plus importantes dans le monde entier. Tout à fait, notamment à New York. Pourtant, c'est les États-Unis qui restent le seul pays qui continue à protéger Israël contre le droit international et contre les critiques internationales. Et d'ailleurs, même Medea Benjamin a critiqué beaucoup le veto américain, le troisième veto américain contre la résolution. Elle n'a pas eu accès justement à la plénière aux Nations Unies. Sur les réseaux sociaux, elle a dit son mot, parce que la résolution, on reviendra tout à l'heure, a été présentée par l'Algérie pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est le quatrième veto. Oui. Et Mme Benjamin Medea a publié un texte sur Twitter en disant « Comment ces représentants américains à l'ONU peuvent-ils vivre avec eux-mêmes ?» Pour la troisième fois, mais maintenant avec 30 000 Palestiniens morts et Israël prêt à lancer une attaque totale sur Rafah, ils ont proposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant un cessez-le-feu à Gaza. Ils me font tellement honte d'être américaine. Et donc, ces attitudes qui sont partagées par beaucoup de militants, effectivement, comme l'a souligné Sofiane, etc., je pense qu'ils commencent à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux et on commence à les écouter parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, ignorer tous ces appels pour arrêter la guerre et le massacre et le génocide à Gaza. Et Mme Medea Benjamin est parmi ceux et celles qui ont choisi un nom au chef de l'État américain, Genocide Joe. Et ça je pense que ça va lui coller, l'histoire retiendra ce surnom. Oui, un détail très important aussi à mentionner à mon avis, c'est qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le mouvement de la paix, qui était très connu, y compris dans le régime d'apartheid israélien pendant un temps, jusqu'à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'est-à-dire que, par exemple, le processus d'Oslo n'a jamais vu le jour parce qu'il y a un courant fondamentaliste qui est hégémonique à Tel Aviv et aussi aux États-Unis. Parce que Joe Biden, il a une pression à sa gauche, mais il a aussi une pression importante des milieux républicains, des milieux néoconservateurs qui, eux, sont complètement alignés sur le fanatisme de Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, le personnage de Netanyahou, le génocidaire,
Et il a pris le pouvoir à partir de l'assassinat de Rabin en 96 et Tout à il y fait, est toujours avec un projet messianiste, avec un projet fondamentaliste. Il faut oser les termes parce que quand c'est des musulmans, on parle toujours de fondamentalisme, d'intégrisme. Là, il s'agit vraiment d'un projet intégriste et fondamentaliste juif que les États-Unis soutiennent. Et ce projet-là peut conduire éventuellement à une escalade, voire à un conflit généralisé et à une sorte d'Armageddon, vu que c'est le souhait, par exemple, des Ben Gvir et des personnages des Smotrich, des éléments les plus, on va dire, les plus radicaux, les plus fanatiques du gouvernement Netanyahou. Ça, c'est un détail important, le mouvement de la paix. C'est le sionisme religieux. Il a toujours existé en Israël, mais cette fois-ci, il est devenu si apparent et si violent aussi dans son discours, parce que le discours, maintenant, on appelle à vider complètement Gaza, et on est allé très loin. C'est carrément de vider les terres palestiniennes, la Palestine historique, pour qu'il y ait la grande Israël. Et maintenant, à l'époque, on le cachait. Même quand la presse ou des critiques ou des universitaires ou des chercheurs le disaient, on les accusait de complotistes, d'être dans l'antisémitisme, etc. Mais là, c'est assumé publiquement. On le dit publiquement. Le mouvement de la paix, c'est-à-dire l'État palestinien, la solution à deux États avec un État palestinien souverain, a complètement été, si vous voulez, évacué d'un revers de la main. Il a disparu. Faisal, justement, il y a un aspect nouveau dans cette, disons, de lutte pour la défense de la cause palestinienne, c'est le fait que Medea Benyamin a acquis à sa cause certains stars de Hollywood qui sont connus un petit peu pour adhérer un petit peu au lobby sioniste. Oui, parce que à un moment donné, c'est vrai qu'il y a maintenant des pressions sur les comédiens, sur les scénaristes, sur les réalisateurs, pour qu'ils ne prennent pas la parole en public. Lorsqu'ils prennent la parole, qu'ils prennent position, il y a une quarantaine de stars d'Hollywood importantes qui ont adhéré un petit peu, même signé des pétitions pour le cessez-le-feu à Gaza. Oui, une partie, dont Susan Sarandon, qui a pris la parole. Susan Sarandon, elle est, disons, très apparente, mais d'autres... Elle était déjà parmi les premiers. Elle a cassé un peu le mur de la peur, parce qu'il y a un mur de la peur, il y a une mur de la terreur qui est adressée. Parmi eux, Joachim Phoenix, qui joue le Joker. Aussi, qui ont donc élevé la voix pour demander stop à la tuerie, stop au massacre, comme certains acteurs et comédiens l'ont fait dans d'autres crimes commis, notamment par les États-Unis, en Irak, au Pakistan, non, plutôt en Afghanistan, et aussi la guerre des Balkans, Rwanda, etc. Et ces militants de gauche, ces militants, pas de gauche, disons des militants humanistes, et écologistes, féministes, etc., qui sont conséquents avec leurs idées, aussi ouvrent la brèche et permet aussi d'en finir avec la peur. Parce qu'il faut noter qu'il y a une chape de plans qui est dressée qui empêche toutes les autres voix discordantes, disons, par rapport à la pensée unique installée, parce que la pensée unique, maintenant, elle est devenue visible. On sait qu'il y a une grande partie des médias occidentaux qui défendent Israël au mépris du droit international, au mépris de ce qui se passe à Gaza, au mépris de la procédure engagée par la Cour de justice internationale. Vous avez vu comment on a essayé de vider cette procédure engagée notamment par l'Afrique du Sud et par beaucoup de pays. Donc malgré ça, il y a quand même des voix qui cassent la baraque et les médias, à un moment donné, vont commencer à les écouter, à leur donner de la parole. Parce que sinon, ils vont perdre la crédibilité. La crédibilité est liée aussi à un marché de publicité, il y a un audimat, etc., etc. D'où cet intérêt de ce militantisme qui fait qu'on n'oublie pas les enfants, les femmes et tous les Palestiniens qui sont à Gaza. Alors, à côté de l'action, justement, l'action militante sur le terrain, il y a l'action diplomatique et il y a une image très marquante qui s'est déroulée la semaine passée, celle du discours de l'ambassadeur d'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama, qui a fait un discours historique pour dénoncer justement le veto américain. On regarde la vidéo du discours de Ammar Benjama et on revient au débat. وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب.
ستعود الجزائر لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف. Voilà, c'était le discours d'Ammar Ben Jemaah en plein séance aux Nations Unies, au milieu du Conseil de sécurité. Un discours très fort, historique, et qui a été multidiffusé sur les chaînes de télévision internationales. Bien sûr, le veto américain a été très critiqué et son discours a conforté la position algérienne aux Nations Unies et surtout, il a mis en valeur la position de l'Algérie dans tout ce qui se passe un petit peu dans le concert des nations. On a même sur les réseaux sociaux, ce discours a été traduit en plusieurs langues, on a même comparé, fait le parallèle dans un montage, une vidéo montage avec le discours de l'ambassadrice des Émirats aux Nations Unies où elle a critiqué un petit peu le Hamas. Aujourd'hui, la voix de l'Algérie est très présente aux Nations Unies. Oui, absolument. Parce et que surtout sur les médias. Sur les médias, c'est l'Algérie, depuis qu'elle est maintenant membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle active parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a des bébés qui meurent, il y a des femmes aussi qui n'arrivent pas à accoucher, qu'il n'y a pas de médicaments, qu'il y a de la famine. La famine est utilisée par Israël comme une arme de guerre. Et selon le droit international, c'est un crime de guerre, en plus de tous les autres crimes, comme les bombardements d'hôpitaux et d'écoles, etc. Donc l'Algérie, dans la position par rapport à la Palestine, à la question palestinienne, est constante, elle n'a jamais changé. C'est d'ailleurs parmi les rares pays au monde qui n'ont jamais changé de position par rapport à ça. C'est une position de principe. L'a dit le défunt Houari Boumediene. Et cette phrase, je l'ai vue personnellement sur beaucoup de médias dans le monde, dit en arabe, nous allons revenir pour frapper aux portes du Conseil de sécurité avec nous les âmes des innocents et des victimes. Ça veut dire que l'Algérie est en train, et c'est bien en langage diplomatique d'aller sur ce terrain émotionnel, parce que ça interpelle les consciences. Vous aurez remarqué qu'au Conseil de sécurité, il y a un seul pays qui a voté contre, c'est les États-Unis avec le veto. Ça veut dire que maintenant, dans la communauté mondiale, dans la communauté internationale, Israël n'a qu'un seul protecteur, les États-Unis. Même la Grande-Bretagne. Elle a perdu, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'est abstenue. La Grande-Bretagne s'est abstenue, la France a voté pour. La Russie et la Chine 13 également. pays pour et juste une abstention. Ça veut dire que c'est un isolement. Et l'isolement des États-Unis, de la position américaine qui devient indéfendable, et d'ailleurs ça a été critiqué même au sein des États-Unis, ça c'est une grande victoire pour la diplomatie algérienne, parce qu'il fallait aller jusqu'au bout. Et c'est bien que l'Algérie va revenir pour montrer qui protège Israël et pourquoi. Parce qu'on oublie que derrière ce conflit, il y a aussi beaucoup de marchands d'armes qui vendent leurs armes, qui essaient, qui testent leurs armes sur les innocents palestiniens. Et donc cette position, je pense qu'elle est saluée, qu'elle a inscrire en lettres d'or dans l'histoire de la diplomatie algérienne, qui honore et qui arrive à élever la tête de tous ceux qui défendent les droits et libertés dans le monde, les droits surtout des peuples palestiniens. Sofiane, je reviens vers vous après cette courte pause. Alors, Sofiane Baroudi, le discours d'Ammar Ben Jemaah est devenu très, très médiatisé et surtout historique dans chaque choix des phrases. Quand il a dit l'Algérie reviendra à la charge à chaque fois pour défendre la cause palestinienne au nom du peuple arabe, au nom du peuple musulman, mais également des pays libres. Exactement. Et il a parlé des esprits libres dans le monde entier, en évoquant justement les militants, y compris les militants qui activent aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir déjà que la résolution algérienne a été portée au nom du bloc arabe. Après, la résolution, c'est 5 points qui sont, si vous voulez, complètement partagés par tout le monde, parce qu'il y a eu 13 voix pour,
une abstention et juste le veto américain qui était même un veto pas vraiment assumé. D'ailleurs, ça a créé une grande polémique comme Faisal l'a rappelé. Et les 5 points, ils font vraiment l'unanimité, c'est-à-dire que c'est des points d'urgence. Cessez-le-feu immédiat, acheminement sans condition des aides alimentaires. Personne ne peut dire le contraire sur ça. C'est ce qui a déjà mobilisé l'opinion internationale parce qu'on voit que l'Algérie prend ses responsabilités au niveau international et qu'elle met au pied du mur le système international qui est en réalité injuste et qui cautionne, si vous voulez, des actes de barbarie absolue. Le président de la République avait parlé d'ailleurs d'infamie pour l'humanité concernant ce qui se passe à Gaza. Et l'Algérie a déjà saisi à plusieurs reprises le Conseil de sécurité. Cette fois-ci, à mon avis, ça a eu un effet politique et diplomatique retentissant au niveau international parce que l'Algérie défend d'autres causes, des causes justes au sein du Conseil de sécurité. Elle défend aussi une approche de réforme du Conseil de sécurité envers plus d'équilibre qui permet justement de porter la voix des sans-voix, celle des Palestiniens, celle des peuples africains qui vivent des conditions difficiles et compliquées. Et je pense que ce discours qui a été qualifié d'historique est vraiment un discours historique et qu'il, si vous voulez, qu'il dresse en réalité le début d'un nouveau cycle qui est le cycle d'un changement très très profond des équilibres internationaux. Et je pense que ce nouveau cycle a déjà commencé parce que M. Benjamin, en parlant de Ahrar al-Alam, les gens libres dans le monde, il pense aussi à beaucoup d'États qui ont pris position. Oui, tout à fait. L'Afrique du Sud, le Nicaragua, le Brésil, le président brésilien, il a pris une position très forte, ça a créé très forte et très ferme. Très ferme. Président Lula. La Colombie, l'Irlande, l'Indonésie, l'Espagne, même l'Arabie Saoudite a eu une position très forte. Il y a quand même une grande partie du pays du monde qui sont contre ce que fait Israël à Gaza, même des pays qui étaient à l'offensive dans le soutien, comme la France, l'Allemagne, d'autres pays, notamment l'Autriche, etc., on commence à se retirer parce qu'on ne peut pas continuer à soutenir ce système criminel. Et autre chose, c'est que maintenant, avec le vote américain, le monde voit qu'il y a un État qui décide pour le reste de l'humanité. Jusqu'à quand ce système va continuer? Jusqu'à quand on va continuer à fonctionner avec l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale? 5 États qui décident pour le reste du monde. Et il est temps peut-être, et là je pense que c'est un appel de l'Algérie, pour que le Conseil de sécurité, que l'ONU soit réformé, que d'autres pays entrent dans ce Conseil de sécurité. La voix de l'Afrique est absente au Conseil de sécurité. La voix des pays musulmans est absente donc, au Conseil de sécurité. La voix de l'Amérique du Sud est absente. Donc ce système, je pense qu'il est devenu obsolète parce qu'il n'arrive pas à arrêter un massacre. Il n'arrive pas à arrêter, malgré les appels de beaucoup de pays, malgré la décision de la Cour de justice. Malgré les appels du secrétaire général des Nations Unies. Les appels du secrétaire général, tous les secrétaires, y compris aussi le représentant de l'Union européenne, M. Borrell, etc., donc, et d'autres hauts responsables du monde. Malgré ça, on n'arrive pas à arrêter parce qu'il y a un pays qui s'appelle les États-Unis qui continue à protéger. L'histoire retiendra que les États-Unis, qui a déjà un héritage très très lourd en matière sur les guerre. réseaux sociaux, messieurs, l'image de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a été parodiée quand elle levait les mains pour... gênée d'ailleurs, on voit qu'elle était vraiment gênée. Elle était gênée, oui. Et quand elle a levé la main pour exprimer le veto, beaucoup d'infographes spécialisés un petit peu dans les parodies ont repeint sa main avec du sang. Oui. Parce qu'il s'agit clairement d'une complicité. D'une complicité pour un crime de guerre. Parce que maintenant, avec la procédure engagée par la Cour de justice internationale, je pense qu'il y a d'autres procédures, c'est un crime de guerre. D'ailleurs, l'une des demandes, c'était de rendre exécutoires les décisions de la CIJ, parce que le mois est passé. La CIJ a donné un mois. Tout à fait. L'une des propositions dans la résolution, c'était ça. Et là, moi, j'aimerais aussi apporter une précision par rapport au choix stratégique. C'est-à-dire que l'Algérie a choisi, si vous voulez, un cheminement stratégique pour apporter une solidarité effective au peuple palestinien dans sa cause historique, et cette stratégie a eu des résultats. C'est une double, si vous voulez, une double voie. La voie d'abord de l'action en justice, parce qu'il faut rappeler que l'initiative de l'action en justice de poursuivre le colonialisme israélien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qui a été intenté par l'Afrique du Sud, par d'autres pays, mais aussi par des juristes, dont Maître Gilles Devers, a été lancée d'abord par l'Algérie via le président de la République. Et il y a aussi la stratégie du parcours diplomatique, parce qu'il y a eu plusieurs initiatives algériennes au niveau diplomatique qui ont été couronnées par, il faut le dire, une forme d'isolation des Américains qui ont été mis au pied du mur et qui actuellement, avec les Allemands aussi et les Britanniques, sont accusés éventuellement d'être complices d'actes de génocide qui sont perpétrés à ciel ouvert. Et on sait
c'est aussi une victoire politique et ça donne du baume au cœur aux résistants palestiniens qui continuent, eux, de résister sur le terrain parce qu'il s'agit aussi d'apporter cette précision. Il s'agit de soutenir la résistance. Et il y a plusieurs cheminements. L'action juridique et l'action diplomatique algérienne ont été, si vous voulez, des chemins vertueux dans ce sens-là, qui ont apporté un soutien moral très important. Les arguments avancés par les États-Unis par rapport à leur veto sont très faibles, hein, en parlant de ça va perturber des négociations. D'ailleurs, les négociations, il n'y a rien pour les négociations. Il n'y a rien du tout. Netanyahou est en train de jouer le leurre, il est en train de continuer ce qu'il appelle les objectifs de guerre. On ne sait pas quel objectif il a atteint. Sur le plan militaire, un petit peu, Israël a perdu. Hein. Il faut avancer, il faut avancer l'idée qu'il y a des négociations qui vont aboutir à la libération des otages. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de manifestations, y compris aujourd'hui et hier, à Tel Aviv, pour réclamer le départ du gouvernement. Maintenant, on appelle au départ et à la démission de Netanyahou, qui est devenu maintenant la cause du blocage des négociations et ensuite de la non-libération des otages. Parce qu'après tout, quels sont les objectifs de guerre? Est-ce que Israël a réussi à battre le Hamas? Non. Est-ce qu'elle a réussi à libérer les otages? Non. Est-ce qu'elle a réussi à pacifier, entre guillemets, le Gaza? Non. Donc tous les objectifs de guerre tracés au début n'ont pas été atteints. Donc c'est un échec militaire. Maintenant, on va partir sur le... Je pense qu'il va aller faire sur le terrain diplomatique pour essayer de trouver une sortie qui essaie l'Égypte de trouver un terrain de négociation pour trouver un cessez-le-feu. Mais le régime d'occupation, par exemple, ne veut pas entendre parler de la revendication palestinienne. Tout à fait, Il y a deux revendications principales. La première, c'est de libérer les prisonniers politiques palestiniens qui croupissent dans les prisons. Il y en a plus de 7000. C'est la condition pour un échange de prisonniers. La deuxième condition, c'est la reconnaissance d'un État palestinien souverain. Et c'est ce que demande l'Algérie et aussi beaucoup de grands pays à l'international. Le problème, c'est que le régime d'occupation, notamment l'aile fondamentaliste dont je parlais, ne veulent pas entendre parler de ces conditions. D'ailleurs, il y a même un malaise avec l'administration américaine. Je pense que ça sera temporaire. Parce que d'abord, quand on négocie avec le Hamas, c'est comme dire Israël reconnaît l'existence de Hamas. Elle a toujours nié son existence. Et ensuite, il y a la CIA. Parce que le chef de la CIA William Burns, William Burns, qui est connu pour avoir beaucoup de sympathie pour Israël, et négocie à Paris avec le chef du Mossad, et je pense avec d'autres services secrets ailleurs, à Paris, à Doha, et au Caire, etc. Parce que je pense que Netanyahou est en train de chercher une porte de sortie. C'est tellement il y a un monde entier, il y a une opinion publique internationale. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont encore exprimer leur veto pour une nouvelle résolution? Très compliqué. Si l'Algérie va présenter notre résolution d'autres pays pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza, ça sera vraiment compliqué pour les États-Unis parce qu'ils sont acculés, ils sont maintenant poussés au dernier retranchement. Et c'est ça la grande victoire de la dernière résolution présentée par l'Algérie. Les États-Unis sont seuls face au monde entier. Il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire que la défaite militaire, elle est vraiment entérinée sur le terrain. C'est-à-dire que l'extrême droite sioniste ne veut pas arrêter la guerre parce que ça serait directement signer une défaite historique du projet colonialiste sioniste dans la région. Et leur stratégie, leur objectif, il est clair, c'est d'entraîner les États-Unis dans une guerre généralisée, non seulement au Moyen-Orient, mais peut-être au-delà. C'est ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, brandir la menace d'attaquer Rafah, d'attaquer ce qu'on appelle là, le corridor de Philadelphie, c'est directement entrer en guerre avec l'Égypte et ça a des répercussions qui sont au-delà des répercussions régionales. C'est ça leur stratégie. Alors, on va passer un petit peu, disons, au cinéma, parce que le cinéma aussi s'est impliqué dans la guerre à Gaza. On l'a vu récemment lors de la cérémonie des Césars, la manifestation cinématographique récompensant les meilleurs films, les meilleures productions internationales en France. Le discours a été très fort pour manifester leur soutien à Gaza. Certains artistes comme Gala Hernandez, Ariel Worthaler ou bien la réalisatrice tunisienne Kauthar Benhania qui a remporté le prix du meilleur documentaire se sont exprimés et ont dénoncé le génocide à Gaza. On regarde et on revient au débat. Et enfin, je suis reconnaissante envers la France qui m'a permis d'accomplir mes rêves. J'espère de tout mon cœur que les valeurs comme l'égalité des chances, l'universalisme, l'accueil, le soutien à l'art et à la culture et la défense des services publics, valeurs qui m'ont fait désirer ce pays et dont j'ai l'impression qu'elles sont aujourd'hui attaquées, continueront à être garanties. Que ces valeurs ne soient pas réduites à une rhétorique vide et qu'elles permettent à la France de s'engager concrètement dans des situations telles que celles vécues par le peuple palestinien aujourd'hui. Muchísimas gracias. Et c'est pourquoi je me joins moi aussi, comme tant d'autres, à un appel pour un cessez-le-feu à Gaza.
Parce que la vie le demande, celle des Gazaouis et celle des otages, parce que nous sommes unis en tant qu'espèce, parce qu'à la lumière des enseignements des douleurs passées, le chemin qui est emprunté ne s'inscrit pas dans un tikkun olam, dans une réparation du monde. Je vais terminer. J'espère que, une fois cette folie arrêtée, et il faut d'abord qu'elle s'arrête, nous aurons tous ici, là-bas et partout ailleurs, le courage d'affronter nos propres démons plutôt que l'ombre de notre prochain. Le cinéma nous a déjà aidé à le faire auparavant et je suis sûr qu'il le fera encore. Merci. En parlant de journalisme et de liberté d'expression, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 70 journalistes qui ont été ciblés et tués à Gaza, dans l'enclave interdite aux journalistes, parce que dire aujourd'hui arrêter de tuer des enfants devient une revendication radicale, c'est complètement hallucinant. Une revendication qui on va pas se taire, on va pas se faire intimider. Il faut que le massacre cesse, il faut qu'on utilise notre autorité parce que ce qui arrive là-bas est tellement horrible, et personne ne peut dire je le savais pas. C'est le premier massacre en live stream, en direct, sur nos téléphones, nous le savons, et il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup. Voilà, c'était la cérémonie des Césars qui a été manifestement très forte en émotion, notamment pour dénoncer le génocide à Gaza. C'est la première fois, messieurs, que la cérémonie des Césars donne autant de voix, autant de tribunes pour défendre Gaza. Il y a eu plusieurs guerres à Gaza, mais c'est la première fois, à ma connaissance, que la cérémonie des Césars s'exprime ainsi pour dénoncer le génocide. Bien sûr, si le discours de Kawthar Benhania, la réalisatrice tunisienne, était attendu, en revanche, le discours d'Ariel Votalter, qui est un comédien belge de confession juive, a été très fort puisqu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Parce que ce que je remarque en premier, Salim, c'est que la salle a applaudi. Oui. Ça veut dire surtout quand on parle, on s'exprime et on parle de Gaza. De Gaza, ça veut dire que les gens qui sont dans la salle, il y a un soutien. Les artistes qui sont dans la salle, ils sont d'accord. Ils sont d'accord quand on applaudit. Ou ça veut dire qu'ils ont compris que certains n'ont pas pu le dire publiquement. On se rend compte finalement aussi que Kawthar Benhania, qui est tunisienne, et Gala Hernandez Lopez, qui a fait un court-métrage qui s'appelle La mécanique des fluides, est une espagnole d'origine. Et Aria Bortaler est un belge. Il n'y a pas de Français qui a pris la parole dans cette. On parlera de l'expression des Français après. Il y a bien sûr des artistes français qui ont demandé les cessez-le-feu, qui sont contre ce qui se passe à Gaza. Pas ouvertement. Pas ouvertement, implicitement, parce qu'il y a aussi une terreur, comme on l'a souligné, comme à Hollywood. On supprime des contrats à des comédiens. Et là, je souligne qu'il y a une comédienne algérienne et aussi une enseignante d'art dramatique à l'ISMAS, l'Institut supérieur des métiers de scène et d'art dramatique, Madame Hamida El Haj, qui devait participer à un film en France. Et dès qu'elle a exprimé son point de vue sur Facebook en parlant de ce qui se passe à Gaza, le lendemain, on lui a dit que ton contrat était annulé. Donc vous voyez qu'il y a des annulations de contrats. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau, c'est tout récent. Il y a d'autres, elle m'a expliqué qu'il y a aussi d'autres. Dès que vous exprimez votre point de vue, on vous arrête votre contrat. Et je pense que ce qu'a fait Kawthar Benhania, ce qu'a fait Aria Votaler et Gala Hernandez est très important. Parce que ça souligne qu'il y a un agacement, il y a aussi, on ne peut pas continuer à se taire. Et d'ailleurs, Kawthar Benhania qui a réalisé un excellent documentaire. Qui est nominé aux Oscars, pour oui, qu'on se rappelle. Les filles d'Olfa, c'est un documentaire qui parle de l'extrémisme. Et on ne va pas accuser Kawthar Benhania d'être islamiste, parce que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, on a commencé à attaquer Kawthar Benhania, Gala Hernandez, Aria Votaler, parce qu'ils ont exprimé un point de vue en disant bravo au César, voilà, ils ne parlent pas de ce qui s'est passé le 7 octobre, ils ne parlent que des victimes, etc. On essaie de détourner, peut-être que demain on va accuser l'Académie du César d'être antisémite. Donc il y a ce climat de terreur fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui hésitent à prendre la parole, et le fait de le faire devant les caméras était très très important. Oui, moi je pense que ça dénote déjà d'une forme de frustration très
très très profonde dans les milieux artistiques, dans les milieux culturels et aussi dans les milieux médiatiques du fait de ne pas pouvoir faire face à ce qui est une ignominie, clairement. C'est le retour de la barbarie, c'est-à-dire que ce qui est vécu actuellement à Gaza, ça on en parlait comme étant quelque chose qui était complètement dépassé. D'ailleurs, l'ONU a été fondée pour dépasser ce genre de situation. Et ça crée une situation de frustration très très importante. D'ailleurs, moi ce qui m'a marqué, c'est l'allocution du comédien néerlandais sur 2 points. Le premier point, c'est qu'il reprend directement la rhétorique algérienne, belge, la rhétorique algérienne défendue au Conseil de sécurité, parce que l'ambassadeur Ammar Ben Jama a parlé de la nécessité de respecter le droit à la vie des Palestiniens. Ça, c'était très très fort dans son discours. Le deuxième aspect, c'est qu'il reprend aussi, si vous voulez, une critique ou une réfutation théologique, parce qu'il parle du Tikkun Olam, qui est un concept kabbalistique connu dans les milieux, on va dire, un peu ésotériques de confession juive. Et ces 2 aspects sont très très importants. Et ils évoquent le fait qu'on soit dans une situation, vraiment dans un carrefour. C'est vraiment ou alors on arrête et on stoppe cette situation qui est une ignominie pour l'humanité, ou alors on bascule dans une situation de barbarie. Et dans ça, le milieu artistique, le milieu intellectuel, le milieu médiatique, il a une responsabilité historique qu'il doit assumer absolument. Et je pense que c'est ce qui a été ressenti lors de cette cérémonie des Césars. Alors pour cette cérémonie, justement, moi j'ai un peu zappé un peu partout. Il n'y a que Canal+ et France Télévisions qui ont évoqué un petit peu, CNews ont évoqué cette sortie médiatique des comédiens. En revanche, sur BFM TV, on a donné la parole à Elie Semoun qui a déclaré « Oui, on ne parle pas des otages ». Oui, évidemment. C'est pour créer un contrepoids des défenseurs de Gaza. Donc, les otages, au moins, ils sont en vie. Les otages ont en vie aux mains de Hamas et on a vu comment on les a traités lorsqu'il les a libérés. Il y a 30 000 morts à Gaza. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, on n'appelle pas à tuer les otages. Il y a 7 000 prisonniers palestiniens. Elie Semoun qui est connu pour défendre l'État sioniste, comme Enrico Macias. Il y a un lobby très puissant dans le cinéma français. Ils sont mobilisés. Je reviens sur ce qu'a dit Sophia et ce qu'a dit Aria Botaler parce qu'il est important. Il dit, à la lumière des enseignements et des douleurs du passé, là il parle de la Shoah, parce que les Juifs ont subi la Shoah, et c'était les Européens qui ont fait subir aux Juifs ça, ce n'est ni les musulmans ni les Arabes, c'est l'histoire la retiendra. Et il ajoute que le chemin qui est tracé ne s'inscrit pas dans le Tikkun Olam, effectivement, pas dans une réparation du monde, il faut que cette folie s'arrête. Et ça, je pense que c'est important, ça s'ajoute à toutes les voix. Et il s'est exprimé à la fin de son discours en juif pour justement appeler à la paix. Oui, on ne va pas l'accuser d'antisémitisme aussi. Et donc, c'est des voix qui se... C'est pour ça que j'ai dit que son discours est encore plus fort que Kawthar Ben Hania. Absolument. Kawthar Ben Hania, il faut saluer parce qu'elle a parlé des journalistes, parce qu'on a oublié... Tout à fait, oui. On a oublié 132 journalistes, techniciens, photographes, caméramans qui ont été tués. C'est du jamais vu dans l'histoire. Un nombre aussi élevé dans une période aussi courte, dans un seul endroit, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et le fait qu'on en parle maintenant sur scène et qu'on s'est repris, évidemment, on va essayer de créer des brouillards, on va créer des écrans de fumée, parce que de grandes parties des médias, notamment les médias arabes, les médias de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, ont repris ces phrases dites sur scène en essayant de faire toujours le parallèle, en disant pourquoi vous ne condamnez pas Hamas, on le qualifie de terroriste, pourquoi vous dites ceci, pourquoi vous dites cela, alors qu'il y a un crime qui est joué et qui est fait hier encore, il y a 70 bombardements sur Rafah. Israël ne s'est pas arrêté de bombarder les civils. Elle tue 100 personnes par jour. Elle a détruit plus de 100 mosquées. Toutes les églises de Gaza ont été détruites, les écoles. On a pollué l'eau, on a pollué la terre, on a pollué l'eau de la mer, etc. C'est du jamais vu. Donc quand on élève la voix, on ramène un Elie Semoun ou d'autres qui vont dire autre chose, pour le but bien sûr est de détourner l'attention et pour qu'on ne se pose pas des questions. Parce qu'on essaie d'empêcher, malgré tout ce qui s'est passé en 4 ou 5 mois, on essaie d'empêcher l'opinion publique, les opinions publiques de réfléchir, de se poser des questions. Or, ce jeu est arrivé à ses limites. À mon sens, il est arrivé à ses limites aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a un autre aspect qui est important, c'est le fait qu'actuellement, la conscience de l'humanité est vraiment questionnée. C'est-à-dire que si on suit la logique qui est actuellement poursuivie par le régime génocidaire israélien à Gaza, l'avenir très très proche sera fait d'actes de barbarie perpétuelle, parce que je pense que les artistes européens qui sont mobilisés regardent aussi le contexte européen et qu'ils savent qu'il y a un effet boomerang ou qu'un effet tache d'huile qui est très très potentiel, y compris en Europe. Il faut se rappeler que ça fait 2 ans qu'il y a un conflit de très haute intensité qui parcourt l'Europe, le conflit ukrainien. D'ailleurs, il y a eu une grande mobilisation pour commémorer la 2e année, et que éventuellement, si l'opération génocidaire continue sur Gaza, qu'elle va vers Rafah, qu'elle s'élargit au Liban, on peut
peut s'attendre à un scénario vraiment catastrophe et à un scénario de guerre mondiale qui va précipiter le vieux continent, l'Union européenne notamment, dans une, si vous voulez, vraiment dans une situation qui serait à proprement parler catastrophique, parce qu'il y a la volonté de créer un choc des civilisations. Il faut aussi oser les termes. Il y a un suprémacisme, un racisme suprémaciste qui est devenu la norme et qui est défendu par des personnages comme Elie Semoun, malheureusement, qui sont ouvertement racistes et qui appellent au meurtre à la télévision. Sans être gênés, bien sûr. Sans être gênés. Faisal, juste une dernière question. Bien sûr, bientôt, au mois de mars, c'est les Oscars. Il faut s'attendre justement à une mobilisation, une réaction des stars hollywoodiennes, mais aussi des Kawthar Ben Hanieh, qui est nominée aux Oscars. Si elle décroche son Oscar, ça va être une tribune très forte pour Gaza. Absolument. Il faut noter que Jamel Debbouze, qui est un comédien franco-marocain, était aux Oscars. Il a donné un César d'honneur à Agnès Jaoui, qui est quand même une grande cinéaste, sans dire un mot sur Gaza. Il faut noter au passage. Ils gèrent leur carrière. Et les Oscars, il aurait pu se joindre, on peut savoir, aux autres artistes, mais bon, c'est un choix. C'est un choix. Il faut seulement, oui, effectivement, les Oscars, il y a beaucoup de films, dont celui de Kawthar Ben Hanieh, qui... En disant qu'il a des chances, parce que Kawthar Ben Hanieh dénonce l'extrémisme. Elle est nominée pour le documentaire. Au nom de la Tunisie, ce sera effectivement en tribune, on verra. Je pense qu'aux Oscars, il y aura aussi des artistes qui vont parler. Il y a des artistes américains. Il y a quand même des esprits libres aux États-Unis parmi les artistes et parmi les gens qui font le showbiz, bien qu'on sait qu'il y a beaucoup de lobbying aussi dans le showbiz, qui vont choisir cette plateforme pour parler. Il faut noter que des festivals, vous le savez Salim, les festivals de Cannes, les festivals de Berlin, etc., ont donné bien la tribune au président Zelensky, président ukrainien, mais ils ne l'ont pas fait pour Gaza. J'espère qu'en mai prochain à Cannes ou à Berlin ou d'autres festivals, brièvement, Sofiane, la parole sera donnée. Brièvement, parce que le temps est... Un détail par rapport à la terreur, il faut se rappeler par exemple ce qu'a subi un Karim Benzema quand il a juste tweeté quelque chose. Là, il se retrouve en procédure judiciaire contre le ministre de l'Intérieur, contre Éric Zemmour, parce qu'il a été accusé de faire partie d'une organisation alors qu'il a juste exprimé une opinion de solidarité avec un peuple martyrisé. La justice a classé l'affaire de Benzema. Oui, mais Attal a payé. Exactement, par exemple. Voilà. Merci messieurs, merci Faisal, merci Sofiane. L'émission est à présent terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet aussi critique et aussi brûlant sur l'actualité audiovisuelle et médiatique sur Mediapro. Restez branchés sur Al24 News.